DW. L'arbre à palabres. Bonjour. Quels qu'en soient les résultats, le référendum aura bien eu lieu en Guinée-Conakry le 22 mars 2020. Le chef de l'État, Alpha Condé, s'est dit convaincu que la nouvelle constitution apporte des règles modernes au pays. Bien sûr, qui serait contre l'abolition de l'excision en ce 21e siècle et qui serait contre une société égalitaire homme-femme? Ce sont autant de nouveautés vantées par le président dont le dernier mandat au terme de l'actuelle constitution s'achève en décembre 2020. Or, la tenue de ce scrutin, en dépit de la vigoureuse opposition d'une partie de la classe politique et de la société civile, et par conséquent d'une partie du peuple guinéen, révèle un problème de manque de consensus sur une loi qualifiée de fondamentale. Le scrutin du 22 mars ouvre-t-il un nouveau cycle de troubles pour la Guinée? Quelles options s'offrent à ce pays en difficulté malgré ses nombreuses ressources humaines et minières? Le président Alpha Condé va-t-il effectivement invoquer le passage à une nouvelle république pour prolonger son séjour à la présidence de la Guinée? Nous en débattons avec nos invités. Fatou Baldé Nyansane, coordonnatrice de la coalition des femmes leaders de Guinée. Bonjour. Bonjour, monsieur Fréjus. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, député donc à l'Assemblée nationale de Guinée. Monsieur Damaro Camara, bonjour. Bonjour, monsieur Fréjus, et bonjour à tout le monde. Et Alioune Tine, expert indépendant, fondateur du think tank Africa Jom Center basé au Sénégal et ancien directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Alioune Tine, bonjour. Bonjour Fréjus et bonjour aux amis guinéens. Au micro pour animer ce débat Fréjus Quenom, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, fidèles auditeurs, autour de nos invités. DW. Je voudrais d'abord donner la parole donc à l'honorable Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Comment est-ce que vous évaluez vous-même, monsieur Amadou Damaro Camara, le vote de dimanche 22 mars? Bon, écoutez, je crois que le ministre de l'administration du territoire a donné, l'État. Il y a eu sur à peu près 22 000 bureaux de vote, ou entre 18 000 et 22 000 bureaux de vote. Il y a eu 600 ou 700 qui ont été saccagés. Et en termes de statistiques, ça veut dire que le vote a eu lieu dans l'écrasante majorité du territoire guinéen. À Conakry, dans la capitale, il n'y a pas eu de problème dans 4 communes sur 5. Dans toute la Haute-Guinée, il n'y a pas eu de problème. En Guinée forestière, il y a eu 6 bureaux plus 19, ce qui fait 25 bureaux de vote pour toute la région. Et je crois qu'à ce niveau, le peuple s'est exprimé en oui ou en non. Merci beaucoup pour cette introduction. Madame Fatou Baldé Nyansane, la seule femme du panel, on a bien vu des gens sortir, des gens sont quand même allés voter le dimanche 22 mars. Oui, en fait, de ma mémoire de citoyenne de Guinée, c'est la première fois qu'un jour de scrutin, je disais un jour de scrutin, qu'il y ait des morts, des violences et des affrontements comme ce qu'on a vécu le 22 mars. Ça a été tout sauf une élection. C'est une sélection qui a été opérée. Un passage en force, à dire on va le faire, et puis advienne que pourra. Vous avez vu, les pays épris de justice et de paix n'ont pas manqué de réagir en qualifiant les élections de non crédibles. Oui, la diplomatie française a réagi. La diplomatie française. Avant cela, vous avez suivi comment tous les partenaires techniques de la CENI, les partenaires traditionnels se sont retirés. Le délégué du PNUD s'est retiré bien avant. Ensuite, la francophonie s'est retirée parce que cela ne répondait à aucune norme de bonne pratique d'une élection crédible. Oui, je reste un tout petit peu encore avec vous, Madame Fatou Baldé Nyansane. Je l'indiquais dans mon introduction, ce n'est pas vous, Madame présidente du comité des femmes leaders, qui allez dire que vous êtes contre une constitution qui apporte l'égalité hommes et femmes dans la société guinéenne. Écoutez, vous savez, il faut cesser d'amuser la galerie. Depuis 2002, tous les chefs d'État de l'Union africaine se sont retrouvés pour signer le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo indique clairement que tous les êtres naissent libres et égaux en droit et en devoir, et ça consacre la parité. On n'a pas besoin d'une constitution pour consacrer la parité. Le Sénégal a voté une loi qui a une décennie aujourd'hui.
où la parité est là. Il y a un observatoire de la parité au Sénégal qui est rattaché à la présidence de la République, qui veille au grain sur la parité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont 47% de femmes au Parlement. Quand on prend un pays qui est sorti d'une guerre, un pays difficilement gérable comme le Rwanda, lorsqu'ils ont compris qu'on ne peut pas mettre les femmes de côté et s'acheminer comme ça vers un développement durable, ils se sont arrangés à trouver des lois sans aller préparer une constitution pour donner la parité. Lorsque vous prenez les pays scandinaves, la Norvège, la Finlande, le Danemark, ce sont les pays qui ont le plus de taux de femmes présentes dans le système de prise de décision. Mais ce n'est pas dans les constitutions qu'ils ont tripatoué ça. Quand ils disent qu'il y a un truc contre les mutilations génitales féminines, depuis 2001, il y a une loi sur la santé de la reproduction. Ça, c'est déjà consacré. Le protocole additionnel des droits de l'homme relatif aux droits de la femme au niveau de l'Union africaine consacre que l'excision est une pratique bannie. Il y a tellement de choses qu'on peut régler par les lois qu'on n'a pas besoin d'aller tripatouer la Constitution. Voilà, votre conclusion, c'est que c'est... Nous n'étions pas contre une révision constitutionnelle, mais vouloir changer une Constitution qui est même dans sa composition, les fautes d'orthographe et les incohérences, ça saute à l'œil, même de celui qui n'est pas spécialiste du droit. Il est un fait, honorable député Damaro Camara, cette constitution ou ce référendum n'a pas eu le consensus de tous les Guinéens. Comment peut-on introduire une loi fondamentale dont on souhaite la bonne application par tous les Guinéens, alors qu'en amont, tout le monde n'était pas d'accord? Ça pose un problème. Bon, je vous remercie d'abord, Madame dit que de mémoire des Guinéens, on n'a jamais vu de telle violence un jour d'élection. Ça, je suis d'accord avec elle. La raison est simple. Un président de la République démocratiquement élu qui se propose de soumettre une constitution à son peuple, personne ne devrait être blessé pour ça, parce que dans un référendum, on a le choix du oui ou du non. Mais avant même d'aller au référendum, n'aurait-il pas été plus élégant d'associer tout le monde si tant est qu'on est de bonne foi? Oui, mais un référendum, ce n'est pas le consensus qu'on demande, c'est la majorité qu'on demande quand on doit soumettre une constitution. C'est pourquoi on va au référendum. Et le référendum, c'est le processus le plus achevé de consultation du peuple. Ce n'est même pas ses représentants, mais on demande directement au peuple. Mais dans quelle démocratie aussi vous avez vu que l'on veuille, qu'on ne veuille pas d'une constitution et qu'on empêche les autres d'aller voler ces constitutions? Qu'est-ce qui s'est passé? La violence est venue d'où? La violence est venue du parti de Mme Yansane. Les forces de l'ordre ont été mises en cause dans des violations de droits de l'homme. C'est toujours comme ça, mais si vous avez vu la chance de regarder la télévision, on a arrêté plus de 100 personnes à Zérekoré, tous armés, couverts de gris-gris, qui ont commencé à tirer dans les bureaux de vote sans ménagement, ou deux chauffeurs de taxis qui sont venus, on les a fait descendre, on a coupé le bras à un, on les a tués, on les a calcinés et on a brûlé aussi leurs véhicules. Ça, ce sont des commandes données par le FNDC pour dire que ce serait leur façon d'empêcher des élections. Pas de boycotter, mais d'empêcher des élections. Ouais. On est parti. Attendez. Ouais. Quand dans une démocratie, on dit sortez, prenez d'assaut tous les bureaux de vote pour empêcher le vote. D'ici là, on jette de l'huile de vidange sur des routes pour que des minibus pleins de passagers puissent se renverser. Quand on allume des stations d'essence, quand on brûle des maisons parce que tout simplement on a été voté, ça c'est une autre démocratie qui doit s'exprimer autrement. On va donner la parole à Alioune Tine. Vous avez suivi les deux compatriotes guinéens. Au lendemain de ce scrutin, voilà un peu les prétentions des uns et des autres. Quelles sont vos appréhensions? On a vu des Guinéens sortir pour aller voter, tandis que d'autres étaient mécontents de ce qui se passait. Est-ce que c'est une Guinée divisée? En tout cas, le coût est élevé. Le coût est élevé en matière de droits humains. Je pense qu'il y a au moins 50 morts depuis le début de ce processus. Et puis ensuite, c'est quand vous êtes président sortant, à partir du moment où vous dites vous voulez faire une nouvelle constitution, les gens se disent et tiens, voilà, c'est pour s'éterniser au pouvoir, c'est pour remettre les compteurs à zéro. Et aujourd'hui, les coups d'État, c'était plus comme dans les années 60. C'était des coups d'État assez violents, assez grossières.
avec des assassinats politiques, des boum boum boum. Maintenant, c'est totalement banni par l'Union africaine et la communauté internationale. Maintenant, il faut bien le reconnaître, les coups d'État, c'est hygiénique, c'est beaucoup plus propre et ça passe. C'est ça le problème. Si vous voulez faire une nouvelle constitution, vous voulez changer les choses, je pense qu'il faut négocier avec les gens, discuter avec les gens, dialoguer avec les gens, de manière effectivement à avoir le consensus le plus large possible. Si vous voulez faire des législatives et avoir une Assemblée nationale qui soit représentative de l'ensemble du peuple, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se tromper aussi. Parce que nous sommes dans une démocratie électorale. Et ça, c'est pas aussi, comme on dit, le peuple électoral, c'est pas le peuple sociologique. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui, vraiment en Afrique, d'avoir plus d'unité et moins de violence. S'il y a la violence, on arrête. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les Européens, vraiment, ils ne s'engagent pas, ils ne forcent pas. Aujourd'hui, le coût est énorme pour l'image de la Guinée. Mais Ali Ountine, vous êtes défenseur des droits de l'homme et vous faites partie des personnes qui ont agi pour que Alpha Condé sorte de prison à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déçu d'un comportement de sa part? Profondément déçu. J'étais le coordonnateur pour vraiment la libération du professeur Alpha Condé. Et j'ai travaillé vraiment à faire à ce que effectivement des avocats viennent le défendre. Je suis allé le voir en prison. Je suis allé à plusieurs reprises. Franchement, c'est un grand militant très respecté depuis la CEAF, qui a lutté, qui était vraiment le représentant, une espèce de parangon, d'un opposant qui est intellectuel, qui est résistant, qui n'a jamais voulu soutenir ou entrer dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, vraiment, par rapport à ce qui se passe, que ce soit moi, Ali Ountine, ou pas mal de ses amis que je connais, avec qui j'ai discuté, écoutez, vous avez l'Union africaine qui est partie, vous avez la CEDEAO qui est partie. C'est très rare, parce que quand même, il a un réseau extrêmement large. Vous avez la francophonie, qui a toujours soutenu Alpha, parce qu'il a été consultant à la francophonie. Je le sais, j'ai fait des missions avec lui en Haïti, pendant une période extrêmement dure. Donc, moi, je pense que quand il est arrivé, on s'est dit c'est l'idéal. Avec tout le combat qu'il a mené, vraiment son parcours qui est pratiquement exceptionnel en Guinée-Conakry. Oui. Donc, il a travaillé, c'est concret. Il y a des résultats, c'est concret. On le voit en Guinée. Mais franchement, il fallait sortir par la grande porte avec le tapis rouge. Ouais. Ça, c'est une sortie ratée. Madame Fatou Baldé Nyansane, on l'a évoqué, des représentations d'organisations internationales ont dû se retirer du processus, mais est-ce que cela suffisait? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ces organisations, au lieu de se retirer et se croiser les bras, agissent concrètement au chevet des Guinéens pour qu'il y ait le dialogue? Ils ont tout fait pour qu'il y ait le dialogue. Le premier anti-dialogue, c'est ce monsieur Damaro Camara qui est au bout du fil. Il est l'expression de la plus grande arrogance politique que ce pays connaît. Je vous en prie, nous allons essayer de ne pas nous égratigner, mais de faire un débat d'idées. On n'apprend pas la guerre à ma tribu. Nous sommes des guerriers, nous avons fait la guerre au Libéria. Dans un pays fragile comme la Guinée, ce n'est pas de nature à arranger les choses. Des extrémistes, et qui savent très bien qu'ils ont tellement commis des choses qu'ils ne peuvent pas se refaire une nouvelle peau. Et qui poussent maintenant le président à aller dans l'extrémisme et les accompagner. Ouais. C'est aussi simple que ça. On va donner la parole à... Lorsqu'on veut changer, s'il vous plaît, lorsqu'on veut changer de constitution, regardez le cas de Alpha Omar Konaré. À la veille de la fin de son deuxième mandat, l'ex-président malien, il a appelé un comité, le comité d'appui aux réformes institutionnelles. Il dit, voilà, pendant les 10 ans, les 8 à 9 ans d'exercice du pouvoir, j'ai été amené à contourner la Constitution pour régler un problème crucial. Voilà les points sur lesquels je l'ai fait. Je souhaiterais que vous réfléchissiez de comment adapter les situations difficiles par rapport à la Constitution actuelle pour qu'on puisse la réviser. Lorsque les gens ont estimé que peut-être ils voulaient la réviser pour déverrouiller le mandat, il n'a pas discuté, il est parti. Yahi Boni a voulu faire une nouvelle Constitution, on a dit non. Si tu veux, il faut d'abord te déclarer que tu ne veux plus te présenter, et puis on le fait. Tout l'État a reculé pour moins de 10 morts. Dès que le peuple malien s'est levé, il y a eu des morts, il a reculé. Mais Alpha Condé ne pouvait pas reculer parce qu'il est pris en otage.
On va faire circuler la parole. Vous évoquez Nzérékoré, c'est le sud de la Guinée, Guinée forestière, et des heurts entre communautés religieuses et ethniques sont rapportés. Depuis l'entrée de l'honorable Damaro, et puis les heurts ont éclaté comme par hasard. Et au moment où nous enregistrons cette émission, il y a un couvre-feu en vigueur. Honorable Amadou Damaro Camara, comment est-ce que vous réagissez aux différentes interventions et peut-être répondre à la question très claire, le président Alpha Condé va-t-il effectivement invoquer le passage à une nouvelle république pour briguer un nouveau mandat? Je veux dire à madame que c'est parce que je prêche la paix que je suis venu à Nzérékoré. Ce n'est pas avec mon arrivée que la violence a commencé. La violence a commencé par des éléments de son parti, sur la commande de son parti, sur les ordres de son leader et de son mari, qui font des morts ici à Nzérékoré. Ouais. Et comment réagissez-vous aux questions que se posent ces gens, ces Guinéens, vos compatriotes? Attendez, quand on arme des gens pour leur dire tirer sur ceux qui votent, Jean-Jacques Rousseau a dit que le peuple a le droit de changer ses lois, même si elles sont les meilleures. Quand on a permis à une junte de proposer une constitution approuvée par un corps non élu et qu'on refuse à un président de la République démocratiquement élu de proposer une constitution à son peuple, non, parce qu'il a l'intention. On aurait dû attendre au moins de le juger sur ses actes. Oui, puisque lui-même il a dit que c'est le peuple et le parti, le RPG, son parti, qui déciderait. Est-ce que vous croyez quelle est la constitution au monde qui aurait sa légitimité sans l'approbation du peuple? Pourquoi un groupe d'individus croit qu'il peut parler au nom du peuple? Mais c'est aussi simple que ça, bon sang de Dieu. Qui aurait dû mourir à la simple question de oui ou non? Pour ce qui concerne le dialogue, la question importante, s'il vous plaît, celle, du mandat, du troisième mandat du président, va-t-il briguer un nouveau mandat? L'a-t-il dit? Il a dit que son parti, le RPG et le peuple... L'a-t-il dit? Elle a parlé toujours de Rwanda. Le Rwanda, Paul Kagame est venu par élection. Depuis quand il est président? Et il est là-bas jusqu'en 2034. C'est un modèle de démocratie. Ceci dit, il faut qu'on apprenne qu'après 61 ans d'indépendance, que nous continuons pas d'être des gros enfants. Si le ministre des Affaires étrangères de la France ne nous applaudit pas, nous ne nous sentons pas bien dans notre peau. Pendant ce temps, M. Ouattara qui devrait venir, où sont ses opposants? En exil ou en prison? M. Youssoufou qui vient de féliciter Faure Gnassingbé pour son 4e mandat avec 72%. Et lui, son principal opposant, il est où? Il est en prison? Quand même, qu'on ne nous agite pas cette démocratie. M. Cellou Dalein, le principal opposant aujourd'hui, il était Premier ministre quand on a fait les dernières élections communales. Le président de la République d'alors a dit qu'il ne voulait pas d'opposition à Conakry dans la capitale. M. Cellou Dalein est parti jusqu'à donner au parti de la mouvance présidentielle 30 préfectures sur les 33. Au point que le président lui-même lui dise qu'il aurait dû laisser au moins l'abbé à M. Siraj Diallo. 14 ans après, ce sont ces messieurs-là, parce qu'ils ont perdu le pouvoir, qui sont devenus, comme par enchantement, des démocrates à tout rompre. Ce sont des messieurs qui se sont servis au lieu de servir l'État. Voilà, ça c'est des accusations entre hommes politiques. Un président sur ses actes, mais pas sur ses intentions. Je vous en prie. Personne ne devrait mourir pour ça. On va donner la parole à Alioune Tine. Finalement, Monsieur Alioune Tine, vous ne seriez pas intervenu beaucoup de temps dans cette émission. J'entends qu'un des intervenants vient de nous quitter. On va tenter de le rejoindre. On me signale dans l'oreille que c'est Amadou Damaro Camara. On va tenter de retrouver le député du pouvoir. Alioune Tine, est-ce que le contexte actuel est aussi favorable à ce genre de ce qu'on appelle coup, parce que M. Damaro Camara évoquait le Rwanda, qui ne serait pas un bon exemple, le cas du Togo ou en Côte d'Ivoire, où les opposants seraient en difficulté, mais plus loin encore, la Russie, qu'on accuse par ailleurs de soutenir Alpha Condé. En Russie, le président Vladimir Poutine se ménage également une fenêtre pour éventuellement rester encore plus longtemps au pouvoir. Ce contexte favorise-t-il
ce qui se passe actuellement en Guinée, Alioune Tine? Bon, écoutez, Alassane Kabel vient de dire très clairement qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Même si, effectivement, le changement de la Constitution, c'est vrai, nous suivons de très près ce qui se passe en Côte d'Ivoire, d'avoir privé Guillaume Soro de revenir et de mettre ses députés en prison. Tout ça, nous l'avons condamné, nous luttons pour qu'il les sorte. Pour moi, les mauvais exemples sont des exemples à éviter. Je me dis qu'aujourd'hui, la lutte, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'au Togo, que les gens respectent la limitation de mandat. Le Togo qui a donné le mauvais exemple depuis 2005. C'est pas des exemples à suivre. Kagame a hérité quand même d'un pays où il y a eu le génocide, énormément de morts. On peut à la limite comprendre, mais de toute façon, nous ne soutenons aucun gouvernement autoritaire, aucun gouvernement qui s'impose. Non. Kagame, du point de vue de la gouvernance, c'est un exemple vraiment en Afrique, il faut le reconnaître. Ce n'est pas le cas de la Guinée, ce n'est pas le cas de la plupart des gens de l'Afrique. L'Afrique de l'Est était très avancée. L'Afrique de l'Est avait son protocole sur la gouvernance et la démocratie. Vraiment qui est une espèce même de constitution pour l'ensemble des pays. Je pense que c'est un des meilleurs textes qu'on puisse avoir sur le plan régional, sur le plan international. Donc, il faut permettre aujourd'hui à l'Afrique de changer de gamme, d'être plus démocrate, d'être plus délibératif, d'être plus inclusif, ça veut dire de discuter, d'écouter tout le monde et de faire en sorte qu'on règle les problèmes par la parole, par le verbe, par les polémiques, mais jamais par la violence comme la violence qu'on a vue. Moi, je pense qu'aucun référendum ne peut aujourd'hui justifier ce qui s'est passé en Guinée. On est en train de balancer vers l'inconnu. On ne sait pas où on va en Guinée. La situation n'est pas bonne en Guinée-Conakry, c'est pas bon en Guinée-Bissau. Il y a des problèmes dans le Sahel. On n'a pas besoin d'une nouvelle situation. Oui. De nos informations, en tout cas, il y a des négociations dans les coulisses en vue de faire revenir la Guinée sur les rails de la paix. Nous avançons tout doucement vers la fin de cette émission. Fatou Baldé Nyansane, que dites-vous de la question concernant le contexte peut-être sous-régional et international aussi? Est-ce que vous pensez que votre Guinée, votre pays, la Guinée, est aujourd'hui un peu victime du mutisme de la communauté internationale face à certaines situations de coup d'État institutionnel, comme on le dit, de changement sans consensus des règles? La Guinée n'est pas victime d'un mutisme. La communauté internationale a fait ce qu'elle pouvait faire. C'était d'alerter et de prévenir ce qui pourrait arriver. Et même cela, c'est Alpha Condé qui est parti en tant que médiateur dans la crise togolaise et qui a demandé à ceux qui reviennent au scrutin à 2 tours et au mandat limité à 2 mandats. Et il vient ici pour venir changer la Constitution. Si vous vous souvenez, l'interview qu'il avait accordée au Sénégal lorsqu'il a dit que s'il y a une nouvelle Constitution, il y aura un autre mandat, c'était clair. Vous croyez que Alpha Condé va enjamber les cadavres des Guinéens, tenir tête à toutes les puissances étrangères qui l'ont soutenu de tout le temps, pour venir changer la Constitution et puis aller dire maintenant je me retire, je ne veux pas aller pour un autre mandat? Ça, je le doute fort. Amadou Damaro Camara, on me signale que vous êtes de nouveau là et c'est presque la fin de l'émission maintenant. Quelles sont les options de paix qui s'offrent à votre pays, la Guinée, selon vous? Je vous remercie pour nous avoir donné sur les 40 minutes que moins de 5 minutes. Monsieur Tine est celui qui pourrait légitimement se plaindre. Je vous remercie et à la prochaine émission. Quand vous déciderez de me donner vraiment du temps pour m'exprimer, je m'exprimerai. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, donc les auditeurs ont bien entendu comment M. Amadou Damaro Camara a bouclé son intervention sur cette émission. Et il n'a plus d'argument pour parler. Il ne sait pas comment on peut aller du nivellement vers le bas. Voilà. M. Alioune Tine, qui est une éminence, des hommes qui se sont déplacés. M. Alioune Tine est venu en Guinée ici devant moi. Oui. Il a demandé à ce qu'on aille d'abord à un forum national sur la transition en Guinée pour éviter les crises que nous gérons aujourd'hui. Et je profite de cette antenne pour remercier M. Alioune Tine. Je vous en prie, madame, on va lui laisser la parole pour qu'il boucle cette émission. Allez-y, M. Tine. Merci. Encore une fois, c'est un appel au dialogue, à la paix, à la sérénité et appeler la communauté internationale vraiment à aider les Guinéens à s'asseoir, à discuter et puis à régler cette question dans la durée. Et il faut que les Guinéens sachent effectivement qu'ils n'ont pas le choix que de s'asseoir, de parler, de discuter pour préserver la paix en Guinée, la stabilité dans la sous-région.
Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Alioune Tine, expert indépendant et fondateur du think tank Africa Jom Center basé au Sénégal. Madame Fatou Baldé-Nyansane, directrice exécutive de la coalition des femmes leaders de Guinée. Et Amadou Damaro Camara, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Tous les trois sur cette émission pour parler avec nous de la Guinée après le vote couplé, élections législatives et référendum du 22 mars dernier. La Guinée divisée sur le principe de l'adoption d'une nouvelle constitution. Certains reprochent au président Alpha Condé de chercher à se maintenir au pouvoir, mais les proches du président Alpha Condé, dont Amadou Damaro Camara, estiment que le président n'avait jamais dit qu'il cherchait à rester au pouvoir. Nous continuons de suivre la situation en Guinée dans nos éditions d'information, d'actualité, et nous reviendrons bien sûr sur certains détails dans cette émission. Abrapalabre, c'est la fin pour aujourd'hui. Fréjus Quenom au micro. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de bout en bout.